il va y avoir des changements course par course. Oui. On va pas repartir sur ce délire de mettre les voitures au poids et avec des brides et machin pendant 3 courses, et puis on voit après, et ah bah c'est Le Mans. Ah, je suis pas si déçu que ça pour Alpine, mais je vois ce que tu veux dire. Donc 8ème pour la 35 et Après 12e place Alpine, pour la 36. Ouais. là, c'est quand même la seule Alpine qui marque des points ce week-end, si tu vois ce que je veux dire. Porsche ouvre avec un triplé. C'était pas arrivé depuis un petit moment, hein. Le dernier triplé, c'était Audi avec les 6 heures de Spa en 2013. Il y en a 4 Ouh. seulement Ah oui. des équipes qui ont fait des triplés en WEC depuis 2012. 3 fois Audi, une fois Porsche, et à chaque fois, il y a André Lotterer dans la voiture. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon fidèle acolyte Geoffroy Barr, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à tous. Alors on l'a expliqué, hein, depuis le premier numéro en tout cas, on veut sortir des chiffres, on veut des infos, on veut faire connaître le monde de l'endurance en quelques minutes, hein. On essaye de pas dépasser l'heure de podcast. En tout cas, l'idée c'est de faire apprécier le monde de l'endurance, c'est de faire connaître ce monde de l'endurance, et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler de la course d'ouverture de la saison 2024 de ce championnat WEC, le championnat du monde d'endurance de la FIA qui a eu lieu ce week-end au Qatar. Et pour moi, j'ai trouvé que la course était assez intéressante. Est-ce que tu partages cet avis, Geoffroy ? Et carrément, tu sais, j'ai souvent du mal avec les manches un peu lointaines. Alors là, le Qatar, c'était une première, mais souvent, quand il y a la finale du WEC du côté du Bahreïn, j'ai un peu de mal à être très intéressé, ou parce que le championnat est déjà joué, ou parce que le tracé n'est pas forcément fou. Et puis bon, ces dernières années, on va pas se mentir, il n'y avait pas une concurrence dingue non plus. Et C'est vrai. là, je t'avoue que là, j'étais au taquet. Une course de 10 heures que j'ai suivie quasiment intégralement. Il y a des petites bribes où à un moment, bon, tu décroches, mais en tout cas, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant motivé par une course. Et ouais, carrément, il y a eu... on peut pas dire qu'il y a eu un dépassement non plus à chaque virage, mais déjà, le résultat brut, le triplé des Porsche montre qu'il y a forcément un renouvellement. C'est la première fois qu'il y a une LMDH qui gagne en WEC, et puis ça fait longtemps que Porsche n'était pas monté sur le podium ou avait C'est gagné une vrai. course en WEC. Et puis, ouais, carrément, le fait qu'il y ait que 2 catégories, 19 hypercars, ça a vraiment redistribué toutes les cartes, et c'est vrai qu'il y avait un petit vent de nouveauté. Ça, toi, t'as dû bien apprécier aussi. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, on l'avait déjà dit, hein, dans nos précédents podcasts, mais avec 14 constructeurs, que ce Ouais, soit en c'est vrai. hypercar et en LMGT3, ça c'est quand même génial. Tu l'as dit, bah, on avait fait un podcast sur Porsche, hein, donc c'était pas un hasard non plus quand même. On connaît Ouais. un peu la chanson, mais Porsche ouvre avec un triplé. C'était pas arrivé depuis un petit moment, hein. Le dernier triplé, c'était Audi avec les 6 heures de Spa en 2013. Il y en a 4 Ouh. seulement Ah oui. des équipes qui ont fait des triplés en WEC depuis 2012. 3 fois Audi, une fois Porsche, et à chaque fois, il y a André Lotterer dans la voiture. Ah ouais, ok, c'est le gage pour faire un triplé, quoi. C'est ça, André Lotterer. exactement. Mais alors, c'est bien de le revoir, parce que André Lotterer, ça a longtemps été un fidèle du WEC, avant qu'il bascule en Formula I et qu'il soit pilote Porsche, mais plus engagé en WEC. Ça a Ouais. longtemps été l'un des concurrents qui cumulait, tu sais, le plus de départs en WEC. Je crois que c'est Christian Rinn maintenant qui a le record toujours. Mais ça fait du bien de revoir ce type de nom en haut d'un classement. Attends, ça Kevin. faisait depuis Spa 2015 qu'il n'avait pas Ah gagné une ouais, course en WEC, André Lotterer, et c'est le quatrième pilote à gagner avec 2 marques différentes dans ce championnat. Il a gagné avec Audi, évidemment, il gagne avec Porsche. Romain Dumas a gagné avec Audi et avec Porsche. Brandon Hartley a gagné avec Porsche et avec Toyota. Et Nicolas Lapierre a gagné avec Toyota et Alpine. ok, tu t'es un peu chauffé là sur les stats, dis donc, c'est bien T'as vu ça. un peu? Ah, mais on est là pour donner des chiffres, hein. Ah, mais c'est bien parce que bon, faut quand même préciser on est dimanche matin, il est assez tôt, et je vois que t'as passé la nuit à chercher des stats, ou comment t'as fait? C'est ça un petit peu. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre aussi, parce que je ne sais pas si vous avez tous suivi attentivement cette course du Qatar, mais on l'a appelé les 1812 km. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette appellation? En fait, c'est 10 heures de course, hein, mais 1812 km, c'était un enjeu assez intéressant pour le Qatar, pour cette première manche de la saison. D'ailleurs, le contrat court jusqu'en 2029, hein, entre le Qatar et le championnat du monde d'endurance. Et ben en fait, c'est que l'unification du pays, le Qatar, a eu lieu le 18 décembre 1878, d'où le 18-12. Et c'est pour ça que sur l'affiche, on avait 18 et 12 à 18 décembre. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce 1812 km et donc 335 tours.
Et moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est que ça fait longtemps, parce que bon, je suis un ancien, et il y a une époque où le WEC, toutes les courses n'étaient pas des courses de 12 heures ou 6 heures, il y avait des courses de 1000 km. Alors, Oui, tout à fait. ça existait encore il n'y a pas si longtemps, puisque les 1000 miles de Sebring, c'était une course de distance plutôt que de temps. Après, il y a quand même Oui, une limite de temps. Là, c'était le cas encore. C'est-à-dire que la course, c'était 1812 km ou 10 heures. On ne pouvait pas dépasser les 10 heures. Et du coup, elle s'est terminée au bout de 9h55. Donc, tu vois, c'était plutôt beau bien calcul. dimensionné. Mais moi, j'aime bien ça. Pourquoi j'aime bien ça? Parce que à une époque, là, c'était un peu moins le cas, mais en tout cas, j'ai envie de dire plutôt de l'époque Le Mans Series, donc pré-WEC et même au début du WEC. Les courses qui avaient une distance, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour les concurrents, il fallait quand même essayer de savoir en quel rythme, dans quel rythme et comment les conditions de course allaient être pour calculer la durée de la course. Et oui. En gros, je simplifie, mais les 1000 km de Monza, ça dure pas 6 heures, quoi. Ça durait souvent 5 heures, voire même moins de 5 heures. Alors que 6 heures à Spa, il va y avoir du monde qui va se mettre au tas au Rédillon. Enfin, 1000 km, pardon, à Spa. Il va y avoir des gens qui vont sortir. Donc ça durait, on faisait pas les 1000 km, quoi. On faisait les 6 heures de course. Ça, c'était Oui, donc intéressant pour la strat. en termes Bon, de là, stratégie, ouais, voilà, exactement. exactement. Bon, là, c'est pas forcément un élément qui a joué beaucoup. Mais, Alors, tu dis ça, merde. mais ça a quand même joué. Alors non, c'est dû à un problème, mais il y a quand même une voiture qui est tombée en panne d'essence en fin de Hmm, course. ouais. Quel Laquelle? dommage. Je vois. Ah non, Ah mais. là là, non mais Bon, c'est alors, triste. tu veux qu'on Je dis commence ça en par. rigolant. Mais oui, Tu veux on va commencer On commence par par la belle histoire, l'hypercar. enfin la belle Ouais, histoire, la mauvaise, la belle, ouais, bah, bon. c'était une belle histoire pour l'un des deux constructeurs français engagés, donc on parle de Peugeot, Mhm. qui sur un billard qatari était plutôt à l'aise avec son concept, qui va d'ailleurs changer. On va retrouver un aileron, c'est ce qu'on avait annoncé déjà dans les précédents épisodes, je sais plus lesquels, de l'Endurance Club, mais en tout cas, cette voiture, cette dernière version, ou cette dernière course en tout cas de la version 9X8 sans aileron, avait plutôt bien commencé. Il y avait une BOP qui était plutôt favorable pour Peugeot. Et puis, donc on le disait, le fait que le circuit soit assez peu bosselé, bah, Ouais. plutôt Permet au bien joué. concept de mieux fonctionner, quoi. Ouais. Exactement, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ils étaient dans le match, ils étaient deuxième jusqu'à 2 tours de l'arrivée. Et Jean-Éric Vergne, là, commence à ralentir, on s'est demandé ce qui se passait. Et en fait, a priori, il y aurait eu un problème de ravitaillement dans le dernier arrêt, donc à 40 tours de l'arrivée. Et il n'y a pas assez de débit d'essence qui a été entrevu dans le tuyau. Et donc, la Peugeot, malheureusement, est tombée en panne d'essence. Elle a quand même coupé la ligne. Elle a été classée 7ème avant d'être disqualifiée parce que les officiels ont bien vu le jeu de Jean-Éric Vergne et de Peugeot pour essayer de marquer quelques points, mais il fallait rejoindre le parc fermé et ça n'a pas été le cas. Le début de course a vraiment été impressionnant, je trouve, Mais oui, pour Peugeot, parce que en fait, au départ de la course, ils profitent. Enfin, c'était la première fois qu'on voyait 19 hypercars prendre le premier virage d'une épreuve de WEC, donc ça fait quand même du monde qui se bat pour la position. Et il y a eu pas mal d'animations dans les premiers tours. bah, Il y a eu d'ailleurs, notamment une la des Peugeot, 94, bah voilà, oui, exactement la 94, qui par un effet de ricochet s'est fait sortir par Alex Lynn qui s'est un peu loupé, qui est à l'intérieur. Euh, donc la 94 avec Di Resta de mémoire déjà distancé. Et ensuite c'est la 93 qui est passé deuxième dès le 9e tour, donc tu vois, tout de suite dans le rythme, et qui a pris la tête pas très longtemps après. Donc, mais c'est ça, ça confirme bien quand même que ce concept-là, il n'est pas complètement ridicule, j'allais dire, mais il fonctionne à Monza, au Mans et sur des pistes comme le Qatar. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'il y aura une nouvelle version de la Peugeot qui va arriver dès la manche ouais, suivante, d'ailleurs un Imola. ils s'en sont jamais cachés, ils ont créé une voiture pour Le Mans, ce qui peut paraître bête aujourd'hui parce que tu dis qu'il y a un championnat du monde et il y a plusieurs épreuves, donc il faudrait plutôt créer une voiture qui soit euh, polyvalente. Bah, moi je trouve que c'était pas bête du tout, au contraire c'était assez intelligent, comme le faisait Audi à l'époque. Ouais, oui, c'est vrai, bien sûr. Sauf que là, t'as une concurrence. Enfin bref, on fera un podcast là-dessus. Mais en tout cas, tu vois, Peugeot, tu vois, j'ai pris mes petites notes. Ils sont passés en tête au 16e tour. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que les deux 9X8, dans la première heure de course, c'était les deux voitures qui étaient les plus rapides. C'était Oui, les deux autos qui faisaient les temps autour les plus vite. Et ça, c'est quand même dingue parce que on revient de loin avec l'aventure Peugeot. Ils ont fait toute la saison dernière sans qu'on les voie. Elle avait déjà commencé en 2022. Pareil, c'était quand même assez discret. Et là, ultime course avant que la V1 bis, la V2, je sais pas comment ils vont l'appeler, sorte. Bah, c'est là où
potentiellement elle pouvait faire son meilleur résultat. Alors comme tu dis, ça se termine pas Non, mais c'est finalement horrible. sur le podium. Ouais, Franchement, moi c'était j'ai horrible. Ouais. l'impression quand même que Peugeot et Toyota même combat quoi. C'est-à-dire que en fait ça peut gagner parfois, mais il y a quand même des fois où il manque de réussite, hein. Enfin, je veux dire l'image du Mans 2016, elle était dans les mémoires Ouais. Ah mais j'ai quand tu pensé à vois ça tout de Vergne. suite. Ouais. Ah bah c'est clair. Arrêter juste après la ligne. Non, mais c'est quand même fou parce que il restait 2 tours. On a parlé des 335 tours à faire. Ils Mhm. sont pas allés au bout des 1812 km quoi. Du coup, je sais pas si tu veux faire une transition, mais Alpine meilleur constructeur français Bah oui, avec finalement. une belle prestation d'ailleurs hein, de la part de la numéro 35, avec un bel équipage, hein, Chatin, Habsbourg et Milesi. On savait que sur le papier c'était fort. Bon, c'est pas la victoire hein, évidemment, Alpine termine 8ème, mais Mhm. quand même termine entre Toyota et Ferrari, donc ce qui est pas ridicule pour une première finalement en catégorie WEC avec cette nouvelle voiture. Moi, j'ai vu pas mal enfin quelques sorties, on va dire. Je vais pas être méchant dès le début, mais j'ai vu quelques petites sorties un peu en dehors de la piste, notamment du débutant Mick Schumacher. Aïe. Euh, ouais, il y a Ah, eu je les ai ratés quelques. celle-là, tu vois, j'ai pas regardé toute la course, mince. Ouais, après, bon, lui, faut qu'il prenne quand même le pli de rouler dans le trafic. Et puis là, entre 19 hypercars, en fait, de toute façon, maintenant en hypercar, c'est assez simple. C'est où tu rattrapes une GT3, ou tu te bats avec une hypercar, ou s'il y a une hypercar dans ton rétro qui est pas pour la position, c'est que tu te fais prendre un tour. Enfin, il y a moins de complexité qu'à l'époque avec les LMP2, les GTE Pro, AM, machin. Là, c'est quand même plus simple à appréhender, mais Elle ça me reste manque quand quand même même ces très LMP2. compliqué. Je sais que c'est bien d'avoir deux Oui, catégories et ça a été très intéressant aussi d'avoir donc vraiment une clarté, j'allais dire, dans les classements, donc Hypercar LMGT3. Mais ouais, ça m'a un peu manqué les LMP2. Bon, après, il y a beaucoup de pilotes qui, on l'a dit hein, la semaine dernière, mais étaient en LMP2, sont passés en Hypercar. Mais voilà, bon, c'était mon c'était le petit petit mot coup de sur les gueule LMP2. d'Anthony. Voilà. Non, mais Non, en tout mais cas, voilà. Les Alpines, tu vois, moi, franchement, je suis un peu déçu de la prestation. D'autant que. ah oui, vraiment, Bah, t'attendais mieux d'Alpine parce que moi je me dis, alors. ils arrivent, ils sont finalement au même niveau quasiment que Lamborghini, que Mhm, mhm. BMW, même un petit peu derrière BMW, et on les voit quand même bien placés finalement avec Toyota et Ferrari qui l'année dernière étaient aux avant-postes. Non, mais c'est peut-être parce que je suis un peu trop exigeant, mais le truc, c'est que j'entends plus. Maintenant, c'est plus un secret. J'entends dans plusieurs médias ou sur plusieurs sites, on explique clairement que de toute façon, c'est la Cura, cette voiture. Donc, enfin, tu sais, avant, il y avait ce débat genre, oui, c'est le même châssis, mais bon, non, mais c'est pas la même voiture. Non, en fait, bon, clairement, c'est la Cura finalement, hein, on est en train de nous dire Ouais. ça. Sauf que dedans, il y a un bloc mécachrome. Donc, ça, c'est moins bien déjà. Et je m'attendais à ce que ça pète un peu le bloc mécachrome. Finalement, non. Attends, c'est Mais vachement solide. C'est le bloc moteur de Formule 2, hein, on le rappelle. ouais, oui, enfin bon, t'as vu la durée de la course, Anthony? Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, je m'attendais à ce que ça merde au niveau moteur. Et ouais, j'espérais un peu plus de rythme, pour tout te dire. Ok. La Lamborghini, ça m'étonne pas, puisque Lamborghini, ils ont dit que ça allait être un gros programme, et puis petit à petit, avec le temps, on a vu que ça a diminué. Il y en a qu'une seule au départ. Bon, elle a fait une course anonyme. Alpine, bon, après, enfin, ça va, ouais, je sais pas, je suis un petit peu déçu Non, quand même, quoi. je vois ce que tu veux dire. Ils auraient peut-être pu jouer avec les Cadillacs, mais d'un autre côté, alors il n'y Oui, a qu'une voilà. seule Cadillac engagée, mais Cadillac, moi je répète, hein, je l'ai déjà dit dans le podcast dédié à Porsche, mais je pense qu'ils vont être très très solides toute la saison et voire même pour Le Mans, Cadillac. Donc Oui, moi aussi, oui, hein. ok, c'est sûr que aux États-Unis en IMSA, Cadillac et Acura se battent pour les victoires. Enfin, maintenant, il va y avoir Porsche qui va embêter tout le monde. Mais je suis pas si déçu que ça pour Alpine. Mais je vois ce que tu veux dire. Donc, 8ème pour la 35 et Après, 12e place Alpine, pour la 36. Ouais. là, c'est quand même la seule Alpine qui marque des points ce week-end, si tu vois ce que je veux dire. Oui, si tu veux parler de Formule 1, par exemple. Par exemple. Bon. Non, mais je veux dire, pour les Alpine fans, c'est peut-être le moment de basculer sur l'endurance, parce que cette année, en Formule 1, ça va être un peu long. En endurance, ça va pas être non plus la grosse folie. Mais bon, voilà, comme tu dis. Il Euh, peut y avoir des coups d'éclat. Ouais, et puis alors, ça a fait une bonne performance. Tu voulais peut-être qu'on fasse une petite transition sur Cadillac, sinon j'allais enchaîner sur BM qui, tu vois, est dans le même, comme tu Comme tu disais. veux. BM, Bah, très décevant. Ouais, je veux ouais. bien qu'on parle de BM. Alors, c'était annoncé, hein, tu l'avais dit justement, quand WRT dit oui, bah, si déjà on finit, c'est une victoire. Bon, alors ils ont fini, mais c'est vrai que c'était pas brillant. C'est quand même peut-être mieux que Rall Letterman Lanigan aux États-Unis, mais enfin, c'était quand même difficile hein, cette course. Ouais, c'est pas brillant non plus. Moi, je me souviens dans le podcast qu'on a fait, je pensais qu'il allait quand même avoir une performance, tu vois. Je voyais Dries Vantore en pôle.
Bon, ça n'a pas été le cas. Euh, mais c'est vrai qu'après, elles ont fait une course un peu anonyme, quoi, les BM. Il n'y a pas de. Je sais Bon, pas ce qui se passe avec cette voiture. bah moi non plus, c'est ça qui est bizarre, mais après on va dire que c'est l'adaptation de WRT au championnat WEC. On sait déjà qu'il y Hmm, a souvent des problèmes de fiabilité en IMSA, et c'est pour ça qu'on se permet de gentiment critiquer ou se moquer de BMW. On aimerait bien que ça fonctionne évidemment. bien sûr. Maintenant, la fiabilité était là, mais le rythme pas au rendez-vous, hein. Voilà, c'est ça. Après, je connais pas les causes. Autant, tu vois, Toyota, on va en parler après, on connaît un peu plus les causes. Chez Ferrari, il y a eu des incidents en course. Cadillac, comme tu le disais, Alex Lynn a été retardé, enfin, a touché dès le départ et tout son premier relais a eu l'avant gauche qui était un peu abîmé, donc voilà. Mais chez BM, je sais pas. Pourtant, quand tu vois les pilotes qui sont au volant, c'est des mecs qui, comme on dit, sont habitués à délivrer, enfin, à Je suis d'accord. envoyer du steak, quoi, hein. Bon, après, il y a toujours une adaptation, je pense, pour certains pilotes. Euh, Marcello, c'est quand même ses débuts en proto, donc c'est pas Ouais, forcément le mec le plus à l'aise. non, bah un peu décevant. Dries Vantore, Ouais. tu vois, je me Ah dis bah quand Dries même que Vantore, normalement. il fait partie, tu sais, on a notre petit tableau justement, et comme on dit, on aime bien donner des chiffres, il fait partie justement des pilotes qui sont dans le premier tableau du B-Pilar, Mhm, et c'est le meilleur, et de loin, pilote BMW devant Sheldon van der Linde. Il a réussi à faire un chrono de 41,8 par exemple, son meilleur tour. Alors mhm. oui, ça dépend de plein de choses, mais 41,8, si tu le compares à ses équipiers, c'est quand même 7 dixièmes de mieux, quoi. Donc un peu décevant les autres pilotes, mais comme tu l'avais dit, Dries Vantore allait être forcément le plus rapide, et ça a été le cas. Ouais, voilà, c'est le plus fou, donc c'est forcément le plus rapide. Et puis bon, René Rast, tu vois, il est un peu plus sur le retour. Robin Fringe, ça va, c'est jeune, mais il y a, je sais pas ce qui manque dans le package pour que ça fonctionne, tu vois. Mais il y a Honnêtement, je pense pas que ça vienne des pilotes, hein. Quand tu as un Robin French, quand tu as un Dries Vantore, même un Marco Wittmann, alors oui, il est plus habitué au DTM, mais enfin le DTM c'est un mini proto, on va dire. Non, oui, il y a des bons pilotes, hein. Il y a une bonne équipe, WRT. Je comprends pas ce qu'il faut comprendre pour faire fonctionner cette voiture, en gros. surtout, tu vois, mon sentiment de l'extérieur, c'est que pour revenir sur Alpine, par exemple, je pense qu'il y a, ouais, il y a une bonne base, il y a un truc. Moi, je trouve que c'est mon avis personnel. Au niveau pilote, c'est un petit cran en dessous chez Alpine, tu vois. Et qu'il va falloir muscler un peu le jeu, et ça va progressivement monter, et je pense que ça peut se battre aux avant-postes cette saison. Je sais pas, mais en tout cas, le projet Alpine, je vois bien la direction qu'il prend, il n'y a pas de souci. Chez BM, j'ai un peu plus de mal à voir Mm. la direction qui est prise. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ça marche pas trop, mais ça va peut-être se débloquer, c'est juste que il y a un truc, quoi. Mais j'allais dire, ça fait un petit moment quand même, même quand ils sont arrivés Ah oui, en ah GTE oui, Pro, BM, je vois pas trop ah oui, la direction qu'ils prennent. En fait, depuis quelques années, ça gagnait, je veux dire, dans les années 90, ça gagnait avec début 2000 Schnitzer, aussi. Hmm. voilà. Maintenant, c'est ouais, plus compliqué. Alors, ils ont quand même WRT, et j'espère vraiment pour l'équipe de Vincent Voss et tous les Belges que ça va fonctionner parce que bah, ils sont appréciables et appréciés. Mais Oui, j'ai pas l'impression, ouais, que la base soit extrêmement rapide pour cette BM. c'est ça, c'est exactement ça. J'ai un sentiment que la caisse, ils l'ont posé sur le bitume l'année dernière et ça a pas l'air d'avoir été une surprise. C'est qui le Enfin, constructeur? On est d'accord que c'est Dallara ou pas pour BMW? tu me tends un piège là, mais je Ah crois que mince, oui. bah, c'était pas Non, non, si, l'objectif. si, je Non, crois que c'est Dallara qui est derrière. parce que t'as Ligier pour Lamborghini, t'as Oreca pour Alpine notamment, et puis t'as Multimatic qui est derrière l'effort de Cadillac, c'est ça? Non, mais si, si, c'est Dallara, ouais, c'est Dallara. Donc c'est peut-être ça aussi, tu vois, parce que Dallara, quand il faisait des LMP2, c'était pas non plus, c'était rapide en ligne droite, mais après c'était difficile à exploiter, je trouve. Ouais, tu crois qu'on est déjà un peu dans ce jeu de ne pas avoir choisi le bon. Je sais pas, mais je me pose la question parce que Hmm, c'est quand même difficile. Je veux dire, ils ont en plus l'expérience de rouler en IMSA, chose que l'on voit pas dans d'autres, enfin chez d'autres concurrents justement, où on l'expliquait hein, d'ailleurs dans un c'est vrai. podcast précédent, où Toyota et Ferrari roulent pas aux États-Unis, donc ils n'ont pas une expérience encore décuplée, au contraire de Porsche, de Cadillac, voilà, je vais dire Alpine au global et Acura, Mhm, mhm. évidemment. Non, mais oui, mais ça fait partie Lamborghini. de la compréhension Mais du oui, châssis, quoi, ouais, bien non mais sûr. c'est ça. Lamborghini va arriver aussi aux États-Unis. Bon, bah, BMW, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont en IMSA. Ils devraient performer, je dirais pas pareil que Porsche, mais pas loin quoi.
Et pour l'instant, c'est pas au rendez-vous. Non, c'est clair. Tu Tu veux vois, donc qu'on, tu c'est veux ça, qu'on hein. se, Eh qu'on ben, disserte un peu sur qui alors du coup? sur Toyota, moi j'ai été Ah, déçu de la ouais. performance de Toyota. Je sais qu'il y a des explications, Hmm. mais pour une équipe qui a joué devant depuis des années, qui a dominé, qui était l'année dernière la favorite, j'allais dire, à la victoire aux 24 heures du Mans, Oui. bon, 6e et 9e, clairement, c'est pas du tout le résultat escompté, hein. Alors, le premier élément qu'il faut prendre en compte, puisque nous on a le droit d'en parler, c'est la BOP, Ouais, où la Toyota est clairement. Enfin, elle était à 1089 kilos, ouais, le poids mini est à 1030, hein, je crois que c'est ça. Euh, donc, clairement, c'est la voiture qui était la plus lourde, et ok, bah, ça n'aide pas, évidemment. Donc, Kobayashi a commencé à avancer cette, et David Flory aussi, ils ont commencé à avancer cette explication en disant bah ouais, si on continue à faire une saison avec ce poids, ça va être compliqué et on va pas pouvoir se battre devant. En gros, si tu veux, Kamui Kobayashi, ce qu'il a dit, qui du coup, pourquoi je parle de lui, c'est parce qu'il est pilote sur la 7, mais il a aussi des fonctions au sein de l'équipe Toyota. Donc oui. voilà, il a cette capacité aussi de prendre la parole et de raconter un peu ce qui se passe. Et en gros, lui, il a clairement dit que de toute façon, il ne pouvait pas viser mieux. En gros, les Toyota, elles sont là où elles devaient être. C'est-à-dire qu'ils ont eu un petit souci avec la 8, je crois. Au niveau du pneu arrière gauche, ils ont perdu 20 secondes pour changer un pneu. Enfin bref, ils ont fait un petit cafouillage façon Ferrari en Formule 1. Oui. Mais mis à part ça, ce qu'ils ont dit, après, il y a toujours un peu de poker menteur, d'accord, mais globalement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont là où ils devraient être, quoi. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas faire mieux, quoi. C'est quand même fou, hein, parce que de domination, Toyota ou Ferrari, on retrouve des LMH un peu loin. Donc, est-ce que ça a été un choix aussi de la direction du championnat de redonner un petit peu les cartes pour les voitures LMDH? Parce que franchement, alors, hormis Peugeot, qui était vraiment dans le match et qui Mhm, a commis une petite mhm. erreur, mais sinon, c'est vrai qu'on retrouvait beaucoup de LMDH en fait qui se battaient. Porsche, Cadillac, même Alpine, hein, je trouve qu'ils ont été dans le match quand même. Oui, il y a forcément une redistribution des cartes. On va pas faire les gens qui découvrent le truc. La BOP, y joue pour beaucoup, y est pour beaucoup. Après, de tout Hmm. ce que j'ai vu ces derniers jours, tu vas me dire aussi toi ce que tu as pu entendre de ton côté, puisque je sais que tu as des J'ai oreilles les qui traînent oreilles partout. partout. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand même qu'il va y avoir maintenant. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait une réunion pendant le prologue avec les responsables de la FIA, les responsables de la CO et des médias qui étaient sur place pour leur expliquer un peu le fonctionnement de la BOP et la vision que les officiels avaient cette année 2024, qui est la suivante. Il va y avoir des changements course par course. On Oui. va pas repartir sur ce délire de mettre les voitures au poids et avec des brides et machin pendant 3 courses, et puis on voit après, et ah bah c'est Le Mans, on change tout. Non, là il y a vraiment une approche, une volonté en tout cas d'avoir une approche course par course. Ils sont obligés, Euh, hein. Ils sont obligés, bien sûr. Et surtout, là, le truc que j'ai retenu, je ne sais pas qui l'a prononcé, mais ce que j'ai retenu comme info, c'est que, euh, puisque tu sais, c'est toujours le jeu de dire, ok, bah, il y a une BOP, j'ai tout intérêt à lever le pied quand c'est les 1812 km du Qatar, à Imola, pas plus vite, et comme ça, la semaine du Mans, la BOP, ils vont me remettre un coup, je vais être plus favorable et je vais pouvoir gagner le Mans. Ouais, La CO, apparemment, ce qui s'est dit, c'est plutôt, bah, en fait, ça sert à rien de faire du sandbag, comme on dit, de vraiment de rester derrière, de faire comme si on n'avait pas de puissance ou pas de moteur ou machin, j'en sais rien. Ça sert à rien de faire ça puisque la volonté, c'est pas, il n'y aura pas d'évolution de la BOP de manière flagrante. C'est-à-dire que si on change le poids ou si on change la dimension des brides, ça sera vraiment par petits ajustements. Tu pourras pas d'un seul coup enlever 40 kilos dans ta bagnole ou bien sûr. gagner n'importe quoi 10% de puissance en plus. Donc, t'as pas vraiment un intérêt à faire le mec qui roule en 1,42 alors que tout le monde est en 1,39 parce que la CO, la FIA, ils vont te regarder, ils vont te dire ok, bah du coup on enlève 10 kilos puis on va voir ce que ça change du coup. Et donc j'ai le sentiment qu'on va dans la bonne direction sur arrêter de jouer la politique. Vous êtes tous là, vous êtes venus à la fête. Il y a, comme tu disais, plein de constructeurs, il y a 19 voitures. Bon, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles et utilisez votre matériel et on vous donnera les conditions pour vous battre. Et tu vois, Après, j'ai un peu l'impression que c'est le discours de Toyota en tout cas en ce moment. oui, oui, je suis d'accord et ça fonctionne en tout cas cette BOP. Si on voit par exemple le championnat de Stéphane Rattel, SRO, etc., où on Oui. ajuste course par course. Et c'est, je pense, moi aussi, ce que j'ai entendu et la bonne décision à prendre. Maintenant, ce qui est difficile avec ces histoires de balance de performance, même si le constructeur est tout à fait joue le jeu et tout à fait honnête, bah, à un Mhm. moment, la voiture, elle est faite pour fonctionner
fonctionner à tel poids et telle puissance, et peut-être que si tu modifies un peu, ben, t'es plus du tout dans la fenêtre. Donc c'est ça qui va être le plus difficile, je pense, à absorber comme changement pour les constructeurs, pour les pilotes aussi, parce qu'une voiture peut être totalement différente avec, je dirais, allez, 20 kilos de plus, quoi. Donc c'est dur, hein, même pour l'organisateur, même pour l'organe de décision finalement et l'arbitrage, de vraiment savoir comment placer les voitures. Donc ça sera jamais un système idéal. Maintenant, je pense que ça a quand même pas mal marché. Ouah, en ce moment, c'est plutôt favorable à Porsche, hein, que ce soit en IMSA ou en WEC, mais parce qu'ils ont bien travaillé aussi, hein. En tout cas, oui, comme tu dis, ça sera jamais le système idéal. Le problème qui persistera toujours, c'est la division entre les LMH et les LMDH. Ouais. Donc là, je vous renvoie au podcast, pas le précédent, mais celui d'avant, ou même le premier, je sais plus, où on a expliqué un peu la différence entre les deux concepts. Ce truc-là, même des officiels au sein de la FIA le disent. Enfin, je veux dire, c'est une complication d'avoir cet équilibre entre les deux plateformes, puisque, comme on vient de le voir très bien, la Peugeot au Qatar, elle fonctionne à merveille. Mais si ça se trouve à Imola, dans les mêmes conditions, elle va être garée. En fait, c'est Voilà. avec les LMH, les purs hypercars, on va dire, tu peux prendre des choix aéro, des concepts, comme on dit maintenant, qui sont beaucoup plus poussés et qui du coup sont plus difficiles à balancer entre les circuits, alors que les MDH sont quand même un peu plus... Bah déjà, il y a plus d'éléments communs, donc c'est un peu plus facile de les balancer entre elles. Ça, c'est une équation qui est toujours complexe, mais tu vois, là, pour le coup, ça a quand même pas trop mal marché. La Peugeot qui a été devant pendant la plupart de la course et les Porsche, Ouais. elles étaient dans le même rythme, quoi. C'est incroyable. Non, franchement, c'était vraiment bien trouvé cette balance de performance. Alors oui, la hiérarchie sera peut-être différente de ce qu'on verra cette saison parce que le circuit de Losail était spécifique, un Oui. billard avec une grande Inconnu ligne aussi pour la droite, plupart avec des pilotes. Mhm. ouais, aussi, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas forcément ça en tête, mais oui, et puis il y avait moins de virages à basse vitesse, donc pas mal de virages où il fallait garder justement une certaine vitesse, donc Mhm. voilà, c'était assez intéressant à noter. Certains ont mieux réussi que d'autres. Bon, on va parler des constructeurs italiens, aller rapidement avec Ferrari, Lamborghini, Isotta Fraschini. Bon, ça n'a pas été miraculeux. Ferrari, évidemment, est le meilleur des trois qu'on vient de citer. Isotta Fraschini, bon, ils sont là en découverte, c'était très très compliqué. C'était un peu j'allais dire Glickenhaus, mais même pas. Non, c'était un peu Non, pas du les tout. Baïkoles. Ouais, voilà, Glickenhaus, putain, ils finissaient les courses. Au Ouais. Mans, ils ont toutes les voitures à l'arrivée. Non, Glickenhaus. Il me manque Mais Glickenhaus. Franchement, c'est dommage. Bon, ils auraient rien pu faire hein, face non, aux Porsche, Cadillac, Ferrari, etc. Mais c'était tellement bien. Ils ont joué le jeu pendant des années. Et voilà. Mais en tout cas, Isotta Fraschini, ouais, c'est plutôt comme les Baïkoles ou les voitures qui sont un peu plus old school, j'allais dire. Donc j'espère pour eux que ça puisse fonctionner avec Duquesne derrière, mais ça a été hmm. dur. Mais alors, je suis pas du tout dans le secret de ce projet. Et je vais en savoir plus d'ailleurs prochainement, donc ça, je pourrais vous en partager un petit peu ici. Mais effectivement, Duquesne est arrivé dans le projet assez tard, puisque avant Ouais. c'était Vector Sport qui était censé gérer l'engagement. Exactement, Donc mais histoire de il y a gros ça sous, aussi. hein, Oui, Vector oui, oui, Sport a non été mais voilà. sorti et Duquesne est arrivé dans l'équation. Voilà, après, il y a ça qui explique un petit peu aussi, parce que quand ton équipe d'exploitation change à 3 ou 4 mois du début, bon voilà. Au niveau pilote, on va pas se mentir, ils ont pas mis non plus les plus affûtés. C'est un Bah, choix. C'est... ils ont pris des Oui, jeunes, maintenant des oui, jeunes qui sont silver et qui ont vraiment trop peu d'expérience dans une catégorie hypercar où on retrouve quasiment l'intégralité du voilà. peloton en platinum finalement. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que Glickenhaus, que effectivement, moi j'ai beaucoup aimé cette épopée Glickenhaus, c'était une voiture d'une conception totalement folle qui évoquait les anciennes Ferrari. C'est pas un secret que Jim Glickenhaus soit fan de toute l'épopée Ferrari des années 60-70. Donc il y avait ce clin d'œil avec le passé, et il y avait aussi un choix très archaïque, entre guillemets, qui Mm. était de prendre une bagnole avec un très bon motoriste qui sont pas très loin de chez moi, qui sont à Valence, avec Pipo Moteur, mais surtout sans système hybride, là où Isotta Fraschini joue avec les mêmes cartes que les autres, et part d'emblée avec une voiture qui est dotée d'un système hybride. C'est Donc vrai, c'est vrai. forcément plus de temps, je pense, pour la mettre en marche, mais je pense que ça va arriver. En tout cas, c'est une hypercar très LMP1.
Ouais. Euh, J'aime bien, moi je trouve ça cool, ça apporte de la variété. Effectivement, il va falloir rapidement que ça se mette en marche pour pas que ça fasse une bike-less, quoi. Tu sais, le Ouais. truc qui vivote au fond et qui devient un peu la blague, quoi. C'est ça, et qui C'est devient pas ce la que je blague leur parce que, souhaite, quoi. ben non, Ouais. parce que déjà dès le début, il a fallu faire un power recycle complet. La voiture était en bord de piste alors que le départ était même pas donné. Enfin, bon, Mhm. voilà, ce sont des images qui sont compliquées. Bon, ok, Isota Fraschini, ça va être Voilà. un peu, il va falloir être patient, on va dire. Lamborghini, bon, bah ils vont eux aussi monter en Mhm. puissance, espérons-le pour eux. Voilà. Ils seront à Sebring d'ailleurs hein, pour les 12 heures dans quelques jours, donc ils vont faire leur début en IMSA aussi. Et puis donc Ferrari, alors l'équipe officielle un peu brouillonne, moi j'ai trouvé. Par contre, l'équipe AF Corse avec Kubica, Schwartzmann et Ye termine cinquième. Donc finalement, c'est pas la Ferrari qui fonctionnait pas, mais c'est peut-être plutôt l'exploitation qui a joué un peu des tours à l'équipe officielle. En fait, il y a eu plusieurs éléments. Moi, tu vois, j'ai eu le début de course, c'était un peu compliqué. Je crois que c'était Kubica qui était dans la voiture. Beaucoup de blocage de roues. Les deux premiers tours, hein, vous pourrez regarder le replay, ça bloque quasiment à tous les freinages. Il n'est pas forcément très à l'aise. Alors, il y a plein d'éléments, hein, je suis pas en train de le charger lui, hein. C'est peut-être la balance des freins qui a été revue, ou il y a un petit truc, enfin bref, où lui, les pneus sont pas forcément très bien montés en température, mais le début de course, vraiment, je me suis dit, waouh, ok, il y a une vraie différence entre cette fameuse Ferrari qui est semi-officielle et les 50-51. Et puis finalement, au fil de la course, et ben, comme tu dis, c'est la jaune qui a émergé en tête. Ouais. Plusieurs raisons à ça. Il y a la 50 qui s'est quand même pris une pénalité parce qu'elle a coupé la ligne blanche à l'entrée des stands. Oh là là, mais Donc ça c'est pas c'est sur le normal premier quoi. arrêt, hein. Et comme tu dis, le côté brouillon, c'est que c'est sur le premier arrêt au stand, et c'est pas un arrêt au dernier moment du genre il y a un full coursier-lot, faut rentrer ou machin. Non, Oui, c'est c'est ça, il un n'y a pas arrêt de qui est précipitation. planifié. Voilà, donc il coupe la ligne à l'entrée. Alors certes, elle faisait 800 km, enfin 1800 km la ligne, mais bon, il la coupe quand même. Et puis l'autre truc, bah, c'est sur la 51, où ils ont perdu. Il y a eu un contact avec une McLaren. Ouais. Ils ont perdu carrément toute la partie arrière, le bloc arrière. C'était impressionnant cette image-là. C'est vrai que c'est rare maintenant. Dans les années 80 ou 90, j'ai l'impression que dans les Naudières, c'était une habitude que les pièces volent. C'est Et en vrai. fait, quand ça. Ouais, c'est rien. Mais là, tu vois, quand ça arrive, c'était impressionnant. Il y a Non, une mais voiture d'ailleurs qui passe qui met vite. que Enfin, la Peugeot, tout simplement, était efficace au Qatar. Ils ont voulu enlever l'aileron arrière chez Ferrari. ouais, mais là, quand même, c'était. On voyait beaucoup le moteur. Mais donc voilà, tu vois, c'est aussi deux explications. Parce que comme tu dis, les Ferrari sont finalement pas si loin. Enfin, elles sont. Ouais, si, quand même, en fait. Ouais, quand je regarde le classement aussi. Ouais. Ben, Bon, il y en c'est a une pas qui est si septième, quoi. loin. Non, mais je veux dire, Ferrari et Toyota, même combat, j'allais dire. C'est vrai que les voitures Oui, LMH, en cette première course, c'était effectivement pas les voitures qui étaient les c'est plus vrai. mises en valeur par Si... rapport au Porsche Cadillac, quoi. Non, mais t'as raison en plus. Si on regarde le classement, si on enlève les Porsche qui apparemment sont dans la bonne trend en matière de BOP, effectivement, les Toyota et les Ferrari sont assez proches entre elles. C'est ça. Ouais. Mais c'est. Toi, t'es inquiet pour la suite de la saison chez Ferrari? Tu te dis, ils ont eu leur victoire du centenaire, et puis maintenant, hop là, J'ai un- ça va. Ça va. Ouais, j'ai un peu, je dirais pas à ce point-là, mais j'ai un peu peur effectivement que leur tour soit passé l'année dernière et cette année que ce Ah soit un ouais. tout petit peu plus compliqué. Pour Toyota, pareil, hein. Moi, c'est un peu ce qu'on disait sur le podcast sur Porsche. Je me dis que les LMDH cette année vont être assez intéressantes à suivre, que ce soit à Spa ou aux 24 heures du Mans. Je peux me tromper, hein, évidemment, mais c'est plutôt le ressenti que je peux avoir. Pour l'instant, Donc en tout oui, cas, oui, pour l'instant, on est quand même dans cette tendance-là, effectivement. un Ouais. peu. Maintenant, la hiérarchie, encore une fois, on le dit, au Qatar, sera peut-être pas la même qu'à Non. Imola. C'était un circuit ultra large, avec des longues lignes droites. Imola, c'est un circuit ultra étroit, avec Mhm. des virages à faible vitesse, des relances, etc. Donc, on peut avoir une autre hiérarchie. Mais en tout cas, ce qu'on peut en dire de cette course du Qatar, c'est que, évidemment, on va y revenir, Porsche a dominé la situation. 63e victoire en WEC, si on compte toutes les catégories. LMP1, LMGTE Pro, LMGTE AM, LMGT3, Hypercar, 63 victoires depuis 2012, ça commence à faire. C'était une domination finalement, et pas que de l'équipe officielle, parce que l'équipe Jota, avec la 12 notamment, Stevens, Aylot et Norman Nato, a réussi un superbe... une super prestation, j'allais dire, et a même résisté à la 5 de Campbell, Christensen, Makowiecki. Ouais, en fait, Porsche, effectivement, ils ont. Il y a eu déjà la pole position de Matt Campbell. Moi, tu vois, Ah oui, quand il y a eu la pole, je me suis dit, ça y est, c'est reparti.
Bah non, mais C'est l'année Matt Campbell, tu vois. eh Je me ben, mais suis on en dit, parlait. ouais, C'est ouais, Nasser aux États-Unis et bien sûr. peut-être même avec Jaminet en France dans la Sarthe. Mais Campbell, Oui. vraiment, je suis content qu'on ait fait ce podcast-là parce que il montre que évidemment, ça sera un sacré client cette année. Et voilà, il arrive, il claque la pole. Kevin Estre était sur l'autre voiture officielle. Il s'est un petit peu loupé dans son premier tour rapide. Enfin bref, tu vois, au niveau de la confiance, c'est plutôt pas mal. Mm. En course, euh, En course, bah, c'est pareil, Porsche a toujours été aux avant-postes, c'est-à-dire que il y a eu la Porsche devant, il y a la Peugeot, la fameuse Peugeot qui est passée, et du coup, qui a réussi à creuser un petit écart. La 93, à un moment, elle avait 10 secondes, enfin, au tout début de l'épreuve, elle commençait à prendre 10 secondes, 15 secondes, c'était pas mal, et tu avais toujours la 5 ou la 6 derrière. Il y a eu quand même des soucis pour la 5, si je Ouais. dis pas de bêtises. Petite erreur aussi Euh, de Campbell, mais bon, la piste était tellement sale, il s'est fait un tout petit peu piéger. Heureusement, il a évité le mur, mais ouais, il y a eu des petites frayeurs quand même si je trouve ils sont restés assez calmes chez Porsche. ouais, alors, mais le principal souci vient quand... Enfin, il y a eu deux éléments à prendre en compte chez Porsche. Premier élément, c'est que sur la 5, il y a eu des dégradations, pas mal de dégradations sur le pneumatique arrière gauche pendant que Christensen était au volant. C'est arrivé deux fois, et notamment la première fois où ça a déclenché des vibrations assez costauds, au point où il était obligé de s'arrêter parce que on voyait en caméra embarquée que ça vibrait dans tous les sens. Donc finalement, le résultat final est plutôt bon, mais il y a quand même eu cet élément qui a retardé la 5. Et sur la 6, c'est Kevin Estre qui, dans son relais, dans le dernier relais, les 2 dernières heures, je crois, a eu, c'est ce qu'il raconte, 3 contacts avec des GT3, Wow. dont 2 avec Takeshi Kimura, sur une Lexus. Euh, et ça a touché le côté gauche de la voiture, au point qu'ils ont été obligés de repasser par les stands, c'était ça le dernier arrêt, repasser par les stands pour remettre le numéro distinctif, c'est la plaque, Ouais. pour qu'on voit le numéro de la voiture. Et oui, mais ça fait Et partie du règlement, hein. C'est pas pour embêter Porsche ou pour relancer la course inutilement, c'est vraiment, ça fait partie du règlement, comme un phare par exemple, voilà, faut réparer quoi. donc il n'y a pas eu de rappel officiel des commissaires, personne n'a forcé la Porsche à rentrer, c'est juste qu'eux ils se sont dit, si on rentre pas, il y a forcément quelqu'un Ben derrière voilà. qui va demander une non-conformité, et je pense que Jota serait les premiers à le faire, mais tu vois, il y a une non-conformité, donc la voiture, elle doit prendre, je sais pas, on rajoute, Eduardo il tranche, hein, on rajoute 30 secondes ou 40 secondes à son temps final, et peut-être que ça aurait pu la faire chuter dans la hiérarchie. Donc ils se sont dit, attends, on a plus de 40 secondes d'avance, Ouais. si on est bon, on rentre, on colle un sticker sur le côté, on repart, on est encore 20 secondes devant, ou 10 secondes, ça suffit en fait. Ça sert à rien de faire une victoire avec trop d'avance. Enfin, donc ils ont fait ça, intelligent, mais en tout cas, Kevin Estre a quand même dit que sur la voiture, il y avait carrément, il sentait lui un trou dans la voiture. Enfin, ça a vraiment modifié l'équilibre, quoi. Et le dernier relais a été compliqué, apparemment. Il explique que quand il était tout seul en piste, ça va. Sauf que, vu le nombre d'engagés, t'es quand même rarement tout seul en piste. Oui, Et donc, on est quand d'accord. il faut gérer des GT3 ou même d'autres hypercars d'ailleurs, hein, quand tu reviens sur d'autres voitures, c'était assez compliqué. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte que bah, les voitures sont pas indestructibles. Et tu vois, un contact, il a eu 2 contacts avec la Lexus et un contact avec une Ford Mustang. Bah, un contact peut vraiment modifier la voiture. Et les temps autour étaient toujours bons. Kevin Estre, tu lui donnes une target, il la tient, hein, mais il a dû forcément un peu plus se faire violence, quoi. Ouais, complètement. Alors, il finit quand même avec plus de 30 secondes d'avance hein, sur les deux autres Porsche qui complètent le Ah oui, c'est podium. sûr. Alors, Porsche, franchement, moi je trouve que, encore une fois, on l'a déjà dit, mais j'aime bien le répéter, ils ont fait un très bon choix de fournir leur voiture à des clients. Je pense qu'ils ont plus de données, ils peuvent plus progresser. Et quelle performance de Jota! Callum Ilott, qui avait terminé sur le podium au Mans en 2021 en GTE AM avec Iron Lynx, débute en WEC officiellement, j'allais dire, en hypercar, et bam, sur le podium avec la Jota. Ça a été une superbe prestation avec Nato, Ilott et Stevens. Un très bel équipage. Deuxième Mhm. place pour Jota, qui vient se mettre au milieu des deux Porsche officiels. Moi, je pense que c'est un super travail d'avoir fait confiance à Jota et d'avoir permis à des équipes clientes, justement, d'exploiter cette Porsche 963, non? Carrément, c'est un très bon choix. L'équipage de la 12, effectivement, est l'équipage C'est pointe, solide, hein? moins Ouais. star, ouais, moins star, quoi. Mais c'est clairement celui qu'il va falloir surveiller. Ouais, moi j'adore l'approche. Et puis tu vois, le final avec la Peugeot qui a un problème à 2 tours de la fin,
c'est le genre de problème. Kevin Estre, tu vois, si vraiment cette dégradation sur le ponton de la voiture, si le trou qui s'est formé continuait à se dégrader et s'il y avait Jota vraiment un gagne. pépin, et ben la Jota était là en backup et pouvait gagner. Donc ils ont compris assez tôt que cette compétition client avait un intérêt, et là où d'autres constructeurs l'ont pas encore Oui, compris, ou en tout d'ailleurs, cas ont tranché. Voilà, on c'est y ça. reviendra, Oui, oui. mais ouais, ça m'a étonné. Cadillac refuse, hormis Action Express, quoi, mais sinon, pas d'équipe cliente. Bon. Ouais, tu sais, les trucs sont un peu changeants aussi, mais après chez Cadillac, oui, c'est un petit peu bizarre. C'est des équipes usines soutenues, mais enfin, je sais pas pourquoi ils Ah veulent ouais, pas. ils ont pas saisi l'avantage, j'imagine, d'avoir des équipes clientes. Je pense que d'autres constructeurs y viendront, hein, justement, officiellement. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, Porsche, bravo à eux. Et Ouais. Jota, je voulais noter aussi, puisqu'on aime bien donner des chiffres, il termine deuxième du général d'une course de WEC. C'était pas arrivé depuis Le Mans 2017 avec une LMP2, on s'en souvient. L'équipe Jackie Chan d'essai Racing avec Thomas Laurent notamment dans la voiture, qui avait terminé derrière la Porsche, tiens, en 2017. Et donc, bah voilà, il retrouve finalement de belles performances, et ça a été une course solide. Je suis assez impressionné en fait par la performance de l'équipe Jota. Ouais, moi aussi. Et puis, je te le dis, j'aime beaucoup le fait que ça soit, enfin que Porsche fasse confiance à une équipe Hmm. privée, pas n'importe laquelle, mais effectivement, ça fait partie de l'esprit vraiment de ce qu'on aime de l'endurance. On n'est pas sur une approche full constructeur où t'as que des marques avec des voitures qui brillent bien et machin. Bon, celle-ci, pour le coup, elle brille, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu sais faire confiance et déléguer une partie de ton projet, une partie de ton bébé à une équipe privée. Moi, je trouve ça top. Et Jota, c'est quand même ce que tu peux rêver de mieux. Après, le jour où United va step up aussi en hypercar ou des équipes comme ça, t'as une pleine confiance. Mais Jota, c'est vraiment l'équipe voilà, qui délivre un truc plutôt propre, quoi. Ouais, complètement, complètement. Alors juste petite anecdote, mais on retrouve un Français sur chaque marche du podium, c'est pas mal en hypercar, avec Estre qui fait partie de l'équipage vainqueur, Nato sur la voiture donc en deuxième position, et Fred Mako sur la troisième place. Bon, et puis on a attendu 2022 jours avant de ne plus voir une Toyota sur le podium d'une course de WEC. Alors ça, franchement, triplé Porsche le jour où Toyota termine loin. Ça faisait depuis Silverstone 2018 que Toyota n'avait pas placé ses voitures en dehors du podium, donc bah, ça prouve aussi, c'est ce que tu disais, que là on est dans une phase de renouveau quand même pour le WEC, et on en est vraiment ravi. Et bravo à Porsche donc d'avoir incarné ce renouveau, en tout cas pour ce début de saison. Parfait, hein. Victoire aux 24 heures Daytona, victoire en 1812 km du Qatar. On attend la prochaine course de l'IMSA, mais Porsche là franchement est parti sur de bonnes bases en 2024. C'est ce que tu disais, quand ils ont mis les choses bout à bout, ils sont difficiles à déloger Ouais. après. Et transition, puisqu'il va falloir qu'on pense à conclure, mais Bien là sûr. On a fait un épisode centré hypercar, je pense que vous Ouais, avez mais on va compris que c'était passer un peu. au GT3. Non, mais Voilà. c'était normal en Mais, même non, temps. mais voilà, mais le LMGT3, bah, victoire Porsche aussi, Et oui. Et alors finalement. attends, Celle-ci, je l'ai pas premier vu venir, j'avoue, je le constructeur. confesse, je l'ai pas, Ah, j'ai tu pas vois. senti venir celle-ci. Ah, Non, je non. sentais moi que Porsche pouvait, avec Ouais, on en a cette parlé. équipe Mante justement, Pure Racing, enfin je sais pas comment ils appellent leur équipe Pure lituanienne Racing, là, ouais. mais c'est le premier constructeur à gagner les catégories engagées en WEC. Alors forcément, il y en a que deux, donc c'est plus facile, mais quand même, fallait le faire. Donc victoire en hypercar avec le team Penske, victoire en LMGT3 avec le team Mante. Première marque donc à gagner dans toutes les catégories GT aussi, Porsche, parce qu'ils ont gagné en GTE Pro, GTE A, mais ils gagnent en LMGT3. Ils ont terminé d'ailleurs sur une victoire, si je dis pas de bêtises, la C'est dernière course de WEC en vrai, oui, 2023. oui, tout Donc à voilà. fait. Donc on bascule sur une victoire en GT3. C'est intéressant ce que tu dis, j'avais pas pensé, mais le, la victoire aussi, enfin c'est pas exactement ça, mais en gros Porsche gagne au général, donc on l'a compris, gagne le GT3, donc ils peuvent dire qu'ils ont tout dominé au Qatar. Maintenant que les marques qui sont présentes ont aussi souvent des intérêts dans la catégorie supérieure, tu vois, je pense à Lexus avec Toyota, Oui, je pense à BMW qui est présent dans les deux catégories, Ferrari aussi, bientôt Aston euh, Martin. voilà, bientôt Aston Martin, Lamborghini. Ça va être un truc, il n'y a pas de Peugeot, hein, cherchez pas, en Non. GT. Mais Mais tu pourquoi vois, pas, tiens, une 406 quand on ferait revenir. oh, Non, bon, d'accord. mince. Non mais en tout cas c'est marrant parce que c'est le genre de truc qui je pense à l'avenir va fonctionner. Si BM parvient à gagner avec Rossi en GT3 et avec
une de leurs hypercars au général, tu vois, ça fait vraiment, en termes de communication, c'est assez Ah bah puissant, c'est quoi, sûr. de dominer totalement un week-end. D'ailleurs, c'est bien que t'en parles parce que je crois que c'était justement Valentino Rossi hein, qui en parlait pour BMW en disant bah voilà peut-être que BM sera le premier constructeur à gagner à la fois en hypercar et en LMGT3. Bah non, la place est Non. prise. Ça y est, c'est Porsche, mais BM s'est bien battu en LMGT3 parce que si Porsche gagne, ça n'a pas été non plus une victoire facile, j'allais dire, parce que face à eux, bah, il y a eu quand même Aston Martin hein, qui s'est bien battu. Et puis donc la quatrième place pour l'équipe WRT. Donc ça roule hein, avec cette BM, avec Maxime Martin, Ahmed Alarti et donc Valentino Rossi qui n'a pas du tout démérité. Ouais, exactement. Après le début difficile pour Lexus, pour l'équipe Acodis ASP qui Ah vient oui. directement du GT World, il y a plein de raisons pour ça. On pourra développer. D'ailleurs, je vais creuser un peu là-dessus dans les jours qui viennent. Donc Ouais, voilà. je suis Mais déçu pour eux parce qu'en plus ils ont ouais, des bons nouvelle voiture. pilotes, des Ouais, mais voitures qui nouvelle fonctionnent. Ouais. voiture, nouveau pilote, nouvelle voiture, nouveau pilote, nouveau championnat. Euh, Ça ils faisait font des beaucoup. miracles, hein. Ils font des miracles chez Acodis, mais là quand même ça fait beaucoup pour une première épreuve. J'ai pas de doute, on est pour moi on est à peu près sur la même chose que WRT, que des maisons comme ça ou Prema, des gens qui bossent très bien, qui apprennent vite et qui voilà vont revenir. Petite contre-performance aussi de chez TF Sport avec les Corvettes. Oui. Euh, Là Problème encore, mécanique enfin aussi. oui, alors, il y a quand même Van Rompuy qui a fait la pole, donc la Corvette était plutôt en vue avant la course. Performance individuelle assez forte. Et puis après, en course, lui, il a eu un problème de sélecteur de boîte et puis des problèmes électroniques. Et il y a un élément quand même à prendre en compte aussi là-dedans, c'est que bah, chez TF Sport, ils découvrent la voiture. Ouais. Pendant des années, ils étaient habitués à bricoler des Aston Martin. Et donc là, si tu as un pépin ou si tu as un truc qui fonctionne pas, tu mets plus de temps à comprendre ce qui se passe que quand tu sais, il y a un problème récurrent sur la stun, tu fais ah oui, c'est encore ça qu'il faut changer, ouais, on est habitué. Non, là, la Corvette, ils sont quand même dans une phase de découverte, et donc je pense qu'il va y avoir un petit temps de réglage euh, avant qu'elle soit parfaitement exploitée par Tom Ferrier et ses équipes. Et on sait que c'est pareil, hein, du côté de l'Angleterre, là-bas, je citais juste avant WRT, etc. TF Sport, pareil, belle référence, et je doute pas qu'ils vont réussir à Oui, c'est très bien clair. exploiter les Non, Corvettes, quoi. c'est bien que tu dises ça parce que c'est vrai que Mante connaît par cœur les Porsche. Heart of Oui. Racing Team, c'est l'équipe officielle Aston Martin aux États-Unis et ils sont Mhm. là et forcément on sent que ça fonctionne. WRT avec BMW, ça fait quand même maintenant une expérience qui est grande. F Corse avec Ferrari, on n'en parle pas. C'est vrai que dans cette catégorie LMGT3, il y a pas mal d'équipes qui connaissent bien leur machine et puis d'autres qui arrivent et qui découvrent quoi. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir la hiérarchie qui va se dessiner. Je pense qu'on va... Alors, tiens, pour conclure, essayons de prendre un petit pari sur le futur des manches WEC et la vision du championnat, parce que on va pas vous refaire un épisode, ça y est, c'est sûr, Porsche va dominer toute la saison. Non, mais c'est vrai, on a dit ça, tu sais, qui peut battre Porsche. Là, pour l'instant, bah, c'est un 100%. Moi, je suis pas Je... persuadé qu'ils dominent toute la saison. Attention, hein, Non, voilà, c'est ça, c'est ce que Porsche. j'allais te dire. Moi, je suis pas sûr non plus. Et je pense que... Par contre, je pense quand même qu'il y aura toujours des Porsche aux avant-postes en Oui. hypercar. Ah bah ils sont tellement nombreux. Attends, c'est ce qu'on Ouais. disait. Ils sont quoi? Ils étaient 5 engagés là. Par contre, en GT3, je pense que ça va un peu plus bouger. Je Oui, sens un truc un peu... mais pas Ford. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, 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 les pas Ford Ford, là, non. aïe aïe aïe, c'était dur. C'était dur aussi pour les McLaren, pour les Lexus. Bah oui, de toute façon, toutes les voitures qui sont justement exploitées nouvellement, bah elles ont eu du mal, hein, c'est sûr. Là où j'ai été un peu déçu, c'est de ne pas voir non plus de Ferrari 296. Elles sont là, hein, 5 et 7, mais ouais, pas aux avant-postes comme on aurait pu le croire. Pourtant, j'ai vu un Thomas Flor qui a fait un relais. Il Oui, était... Il bravo. était... Ouais, ouais, non, il était crevé. Enfin, il s'est donné. Les Ferrari, ouais, il y a un... Alors, il y a aussi un autre élément, c'est que tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois il y avait pas d'allocation de pneus spécifique en GTE, c'est-à-dire que tu pouvais vraiment changer de pneus si tu voulais à chaque relais l'année dernière. Là Ah où oui, cette il y a année, peut-être tu es ça. Oui, oui, tout obligé à de fait. gérer ça. Ouais. Mais d'autant plus, je te dis Et on est en pourquoi je Goodyear suis aussi. déçu. Parce que en fait, en termes de rythme, les Ferrari, bah, elles sont rapides parce qu'on voit que deux des pilotes Ferrari justement, bah, les pilotes de pointe, hein, David Erigon et Alessio Rovera, c'est eux qui en LMGT3 ont été les plus rapides sur un tour et sur Ouais. les tours moyens. Donc
la Ferrari, elle fonctionne. Maintenant, c'est plutôt sur effectivement ces équipages qui sont choisis. Voilà, même si Thomas Flohr a fait un bon travail, bon bah oui, face à des pilotes comme Ahmad Al-Arti, c'était un peu plus compliqué. Face à Clément Matteux ou Erwan Bastard, bah voilà, c'est sûr qu'en LMGT3 maintenant, on le sait, hein, ça va aussi se jouer beaucoup sur la composition des équipages. Voilà, non mais tu le dis, c'est ce que j'allais dire, c'est que il faut pas perdre de vue que la catégorie LMGT3 en WEC, elle n'est pas une catégorie professionnelle. Avant, on le savait parce que c'était marqué dessus, c'était la catégorie GTE AM, Ouais. mais là, c'est pas une catégorie professionnelle dans le sens où il y a forcément un pilote bronze par voiture, ce qui n'est pas le cas de toutes les catégories en GT World Challenge, où tu as la catégorie pro, où tu peux mettre... tu peux aligner Mais ton triplé d'as, enfin, tu vois ce que je c'est veux vrai. dire. Tu Non, peux non, mais mettre c'est vrai. Bounon, Marcello et puis je sais pas qui dedans, et voilà, tu fais Mais ce là, que tu tu peux veux, plus quoi. parce qu'ils Là, sont non. plus chez Mercedes. Oui, Mais tu vois ce que je veux dire. Tu non, pouvais non. enchaîner 3 pilotes Platinum. Là, c'est pas le cas, t'es forcément avec un bronze, et évidemment, on le sait. Surtout, putain, faut pas que tu me relances là-dessus, parce que je vais parler des heures, mais surtout quand on est avec des GT3, où tu peux pas avoir un blocage de roue, puisque t'as de l'ABS, t'as des aides, donc c'est vraiment le pilote le moins capé de l'équipage qui va faire la diff, encore, enfin, peut-être pas encore plus, mais oui, c'est ça l'élément différenciant. Ah ouais, complètement. Mais en tout cas, ça va être intéressant parce que autant en hypercar, ça va se jouer un peu plus à la balance de performance et aux décisions qui vont être prises par les officiels. En LMGT3, il y aura un petit peu de ça, mais ça va être aussi sur la capacité d'adaptation des pilotes. Et je trouve que Ouais. c'est assez intéressant justement parce que la hiérarchie qu'on a vue ici au Qatar sera peut-être très différente justement d'Imola Ouais, en je le LMGT3. pense, ouais. Je pense qu'en GT3, ça va vraiment être chamboulé. Euh, En hypercar pour Imola, on peut se donner rendez-vous pour ça. Je sais même pas. Je... Tu sais quoi? Tu parlais de prendre des risques justement et de parier. Je sais même pas qui peut gagner à Imola. Ah, peut-être une Cadillac. Ah, quand même, ils Ah, arrivent pas avec le nombre, hein. C'est ça le problème aussi, c'est que non, moi, quand je tu viens miserais avec une sur une seule voiture, Ferrari, tu vois. Je miserais sur une ouais. Ferrari. Ben, La première victoire d'une 499P en dehors du Mans, ça serait pas mal à Imola. ce serait pas mal. Maintenant, je suis pas sûr de les voir aux avant-postes, hein. Honnêtement, c'est ça qui me plaît dans cette saison 2024, c'est que je trouve que c'est très difficile de faire des paris parce que tout peut vraiment varier d'une course à l'autre. On a vu une domination Porsche là ici au Qatar. Et ben je sais pas. Ouais, c'est vrai que Ferrari pourrait peut-être faire, mais on n'a vraiment pas de référentiel, j'allais dire, parce que l'année dernière c'était tellement Toyota Ferrari que derrière les autres se battaient pour des miettes, quoi. Après, tu sais, souvent, l'histoire est pas forcément... Enfin, moi, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui ai donné l'idée de la Ferrari, mais j'ai bossé il y a pas très très longtemps sur une époque un peu révolue, enfin, il y a 20 ans, en fait, où il y avait une course à Imola, c'est pour ça que je pense à ça, en FIA GT, et où il y avait tous les officiels Maserati, puisqu'il y avait la MC12 qui était Ah oui. lancée. Euh, donc tu vois, les 550, Maranello, les Maserati MC12, et c'est une Saline qui a gagné. Donc tu vois, l'histoire peut être, effectivement, ça peut être une Cadillac qui gagne, alors que Et ben j'imagine voilà. qu'à Imola, il y aura des officiels de chez Lamborghini, il y aura des officiels, enfin, il y aura des gens des constructeurs italiens, c'est une évidence, tu vois. Bah, de toute façon, faut bien se Et mouiller. Donc moi, je vais dire Cadillac. Pourquoi pas ok, bon bah Cadillac? voilà. Bah, tu vois, Allez. ça serait une histoire qui se répète un peu comme avec la Saline à l'époque du FIA GT. Bon, j'ai très peu de chances d'être victorieux dans mon pronostic. Mais on ne sait jamais parce que je pense que cette équipe Cadillac, elle va nous surprendre cette année. Ouais, j'espère, ouais. Et puis au Mans, j'espère que ça va vraiment, que ça va marquer, quoi. Ah bah ils seront là. Ça, C'est sûr qu'ils ouais, seront ouais. là. Maintenant, je sais pas s'ils seront là pour la victoire, mais ils seront là pour le podium. Donc Mm. ça, c'est une certitude. Et puis en LMGT3, bah, beaucoup plus difficile à estimer. Mais allez, peut-être une victoire BMW avec la 46. Ouais. Ouais. Ah là là, ça y est. Ah Oui, bah oui, oui. pourquoi pas. C'est le circuit où il a débuté, je crois, à Imola, Valentino Rossi en En tout GT cas, World. Il avait loupé son stand à la première course qu'il avait fait. ah oui, c'est vrai, ça je me souvenais pas de ça, mais je sais qu'il a gagné 4 fois sur 2 roues, donc pourquoi pas essayer Oui. d'ajouter une petite victoire sur 4 roues. Bon bah voilà. Bah écoute, pas parfait, le pari est pris. Voilà, bon, je sais pas si on va être vraiment couronné de succès dans nos paris. En tout cas, c'était une super première course. On peut peut-être donner déjà rendez-vous la semaine prochaine et dire à nos fidèles internautes d'Endurance Mag que les questions sont ouvertes et on est prêt à y répondre. Je sais pas ce qu'on va évoquer la semaine prochaine, mais on a pas mal de choses. Je sais qu'il y a les 12 heures de Sebring qui approchent aussi. On va trouver un beau petit sujet. Et puis sur Twitter, de toute façon, comme d'habitude, on reste à l'écoute, hein, c'est ça, Geoffroy? Exactement, on est dispo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez suivre Endurance Mag et puis n'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast à d'autres amateurs
spécialistes ou découvreurs, personnes qui découvrent l'endurance, voilà, n'hésitez Oui, pas à faire tourner. des Voilà. néophytes, ouais, exactement. Exactement. Ah putain, Voilà. il a tous les mots. C'est T'as bien. vu un Le peu? dimanche matin, c'est dur, tu vois, pour moi. C'est bien. Toi, je vois que t'es taquet. C'est bien. Ah, moi je suis taquet, mais c'est vrai que bah, c'est comme ce que je dis dans mon podcast Trajectoire, c'est vrai que c'est toujours le fait de partager qui fait forcément grandir un peu les projets comme ça. Donc voilà, bah, déjà on est content de compter sur votre fidélité depuis le début de cette aventure Endurance Club, et puis voilà, ça va continuer de toute façon. On a d'autres beaux sujets, Geoffroy, et on reste actif, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de partager quelques instants, quelques minutes avec toi au micro. Eh ben, plaisir partagé. Et puis, écoutez, très vite, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, exactement. Le rendez-vous est pris. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Donc voilà, n'hésitez pas à donner la bonne parole. Et puis ben, on se donne rendez-vous très vite pour d'autres belles informations sur le monde de l'endurance. Salut à tous, c'était Endurance Club.